Bonjour, bienvenue chez Canal Dog. Aujourd'hui, on reçoit Agathe, ostéopathe. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Moi, je suis Agathe Liber-Coubar, je suis ostéopathe animalier sur Lyon. J'ai été formée à toutes les espèces, mais je pratique majoritairement sur les chiens, chats et les petits animaux de compagnie. Et donc, du coup, je travaille en cabinet dans le 6e arrondissement, mais je me déplace également à domicile sur Lyon et la périphérie de Lyon. D'accord. Pour être ostéopathe, qu'est-ce qu'il faut comme formation ? Alors, ça dépend de nos antécédents, on va dire, en formation. Généralement, c'est quand même une école en 5 ans. Donc aujourd'hui, on a 27 en France. Moi, j'ai fait une école à Rennes. Et donc du coup, à la suite de cette école, on est diplômé. Et après être diplômé, en fait, depuis 2018, la législation, elle a changé. Donc du coup, on doit passer 2 examens vétérinaires, un examen théorique et un examen pratique devant jury. Et après, pour les personnes qui ont déjà des formations en fait, dans le soin humain, ils peuvent faire l'école en 3 ans et pareil, se présenter à l'examen. D'accord, donc ça veut dire que tu es validée par l'ordre des vétérinaires. Oui, les actes d'ostéopathie appartiennent à la médecine vétérinaire et donc du coup, depuis 2018, tous les ostéopathes doivent passer 2 examens pour pouvoir pratiquer. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule typiquement une séance d'ostéopathie ? Alors typiquement, ça va se dérouler en 6 étapes. Alors bien sûr, en fonction des cas, etc., il y a des étapes qui sont faites plus ou moins, mais on peut la diviser en 6-7 étapes. Dans un premier temps, on va prendre toutes les informations concernant l'animal. Un peu sa fiche d'identité, puisqu'on ne vit pas avec l'animal ne peut pas parler, du coup c'est au propriétaire là de nous expliquer déjà pourquoi il est là, et en fonction de pourquoi il est là, on va poser quelques questions. Dans tous les cas, on demande l'âge de l'animal, ses antécédents médicaux, s'il y a eu des opérations, comment se sont passées ces opérations, est-ce qu'il y a eu de la rééducation, est-ce qu'il fait une activité sportive, ce qu'il mange, est-ce qu'il digère bien, comment il mange, enfin voilà, vraiment le maximum de questions pour vraiment essayer de comprendre l'animal dans sa vie de tous les jours. Après, on va regarder évoluer l'animal en dynamique et on va aussi regarder comment il se tient en statique. Est-ce que il a du mal à venir se mettre au carré, est-ce qu'il est déjà totalement incurvé, en dynamique, est-ce qu'il y a un postérieur qui est un petit peu raide, une épaule qui a du mal à avancer, et puis après on va y regarder au trot, est-ce qu'il y a une boiterie, une irrégularité, et puis on peut aussi le regarder s'asseoir pour voir comment il s'assoit, si c'est harmonieux, enfin voilà, on peut faire plein de tests en dynamique. Après on va le regarder, après on va venir toucher l'animal, donc faire une palpation externe, pas interne, pour voir en fait s'il y a déjà des volumes musculaires qui ressortent, est-ce qu'il y a des contractions musculaires, est-ce qu'il y a de la sensibilité, est-ce qu'il y a une zone qui est très chaude, est-ce qu'il y a une zone qui est très froide, enfin bref, plein de choses en palpation. On peut également faire des tests pour si on suspecte en fait une pathologie, donc du coup là ça sera plus vétérinaire, notamment est-ce qu'il y a une laxité ligamentaire sur une articulation qui peut nous faire penser à une atteinte au niveau du ligament, est-ce que au niveau de ces tests de proprioception et neurologique c'est tout correct ou pas trop. Et puis après, on va venir tester l'animal, donc faire des tests ostéopathiques, tester toutes les articulations et tous les viscères, mais également la peau, les fascias, etc., pour voir s'il y a une perte de mobilité quelque part. Voilà, l'ostéopathe, il cherche vraiment de la perte de mobilité pour en redonner, éviter que l'animal y compense trop. Ensuite, on va, avec toutes ces premières étapes, en fait, on va déjà avoir un schéma fonctionnel de l'animal, comment il fonctionne et avec quelle zone il n'arrive pas à fonctionner, et voir si c'est cohérent avec ce que nous dit le propriétaire. Et après, on va venir manipuler les zones justement qui posent problème, toujours avec cet esprit de corrélation systémique, globalité, pour déjà que les manipulations soient le plus adaptées possible à l'animal, parce qu'on ne va pas faire les mêmes manipulations sur un animal qui en a 14 ans par exemple et un animal qui en a 3, et puis voilà. Et enfin, après les manipulations, ça va être du conseil, donc référé par exemple si l'alimentation n'est pas très adaptée, référé pour avoir une meilleure alimentation, au niveau du comportement également, ou bien tout simplement vétérinaire, parce que là on suspecte quelque chose et on aimerait bien avoir des examens complémentaires pour vraiment continuer une prise en charge. Donc voilà. Et également aussi donner des exercices de rééducation et pourquoi pas du repos si c'est nécessaire. D'accord, donc c'est vraiment toute la globalité de l'animal pour son bien-être. Oui, exactement. Voilà. En fait, il faut vraiment voir le corps comme une usine. S'il y a une zone qui arrête de fonctionner, ça va être une autre zone des autres travailleurs qui vont trop fonctionner, et c'est là en fait où à terme l'usine va totalement arrêter de fonctionner parce que tout le monde arrive en surcharge de travail. Donc voilà. Est-ce que tu peux traiter aussi en superficiel tout ce qui est sensibilité post-opératoire sur les cicatrices ? Oui, tout à fait. Voilà, en post-opératoire, en fait, ça va vraiment redonner de la fonctionnalité au tissu, donner des exercices de rééducation aussi, parce qu'il faut du mouvement quand même. Alors, il faut du mouvement adapté, mais il faut quand même du mouvement et éviter toutes les adhérences, en fait, tout simplement. Donc voilà. Parce qu'il faut bien rappeler que l'ennemi des chiens, c'est le manque d'activité. De l'humain aussi. Voilà. Le mouvement, c'est la vie. Il faut marcher. Après, voilà. Moi, je suis pas fan du repos post-ostéo, parce que repos en soi ça veut dire on marche pas, mais par contre il faut marcher pour que l'animal il se réadapte le plus possible à sa consultation, et il faut des exercices ciblés, parce qu'un chien qui a arrêté de fonctionner avec son postérieur droit pendant des années, c'est pas juste avec une petite consultation d'ostéo qui va réussir à refonctionner. Il faut vraiment des exercices ciblés sur les moments qui avaient du mal à se faire et reconstruire du muscle. Voilà, exactement. Il faut du temps. Il faut du temps.
et la patience. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé que tu vois plus souvent au cabinet, que tu traites le plus souvent? Non, en fait, ça dépend. On a vraiment 2 types de consultations. La consultation préventive, où le propriétaire n'a pas forcément vu quelque chose qui dérangeait vraiment l'animal. Alors, il y a toujours quelque chose à faire, hein, mais il n'y a pas de gros problèmes. Et après, il y a la consultation curative, où là, effectivement, il y a des boiteries, des irrégularités, des problèmes viscéraux, de comportement aussi. Alors, attention, comportement, c'est soit comportementaliste, soit ostéopathie, mais la douleur amène aussi parfois à des changements de comportement. Et après, accompagner des pathologies, donc dysplasie, arthrose, on ne va pas venir travailler sur la dysplasie, on ne va pas réparer l'animal, mais par contre, on va enlever les adaptations dues à cette pathologie pour que l'animal, en fait, toujours ait ce qu'on appelle nous en ostéopathie le PVA, mais l'état général soit toujours au maximum pour qu'il puisse vraiment vivre le mieux possible sa vie de chien ou de chat. Donc avec l'ostéopathie, tu arrives à réguler l'inflammation locale Alors si l'inflammation doit se faire, elle se fera, mais par contre c'est plus gérer la douleur associée à cette inflammation et lui apporter de la mobilité sur tous les tissus autour. Parce que par exemple quand on a une zone arthrosée, forcément cette zone elle a perdu en mobilité, mais il ne faut pas que les tissus qui s'insèrent sur cette zone perdent en mobilité, sinon c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va faire une chaîne d'adaptation et là pour le coup l'animal il va avoir de plus en plus de mal à gérer son quotidien. Ouais, ça sclérose. Ouais, c'est plutôt adhérent, un peu l'effet cartonneux sous la main quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots comment ça fonctionne l'ostéopathie? Alors, l'ostéopathie elle repose sur l'anatomie, physiologie et la biomécanique en fait des animaux. Donc bien sûr, il y a des petites différences entre la vache, le chat, le chien, etc. Mais en fait, il faut vraiment se dire que c'est pas parce que votre animal il a mal au dos aujourd'hui qu'il y a quelque chose au niveau du dos. C'est aussi que peut-être il s'est adapté par rapport à des mécanismes nerveux et physiologiques, donc mécaniques, par rapport à une zone justement qui lui faisait mal avant, peut-être il y a quelques années, sauf qu'avec le temps, il a mis des compensations en place et les muscles qui s'inséraient sur la zone qui lui faisait mal avant sont venus tracter sur la zone au niveau du dos, par exemple. Donc le but, c'est pour ça que c'est super important de réfléchir en termes de biomécanique et de globalité pour pas passer à côté de quelque chose en fait. On peut pas juste traiter le souci, sinon c'est de l'ostéopathie symptomatique. Bon, parfois, par contre, on connaît le souci, par exemple la dysplasie de hanche, on peut rien y faire parce que le chien il peut pas être opéré. Et du coup là, oui, effectivement, ça va être un peu de symptomatique, mais justement pour à chaque fois enlever ces mauvaises compensations et retrouver de la mobilité et baisser le niveau de douleur. Et puis, du coup, ça peut être délicat parce que quelqu'un qui est pas formé à observer les signaux du chien, au niveau comportemental, il peut passer à côté d'une pathologie de toute parce façon, que le chien va pas se plaindre quoi. Ah oui, ouais, c'est ça. Et puis voilà, il y a tout le monde, comme en humain, tout le monde gère pas sa douleur. On n'est pas égaux par rapport à la gestion de la douleur. Et en plus de ça, nous, quand on est ostéo, c'est hyper important d'être à l'écoute du chien, de pas passer à côté de ses signes justement, et surtout d'être assez. C'est super important de regarder marcher le chien parce que ça nous donne déjà plein d'infos. Et justement, le propriétaire qui vit toujours avec le chien, c'est comme quand on a un enfant, on l'a et en fait on ne voit pas forcément grandir parce qu'il est tout le temps à côté de nous. Mais du coup, on ne voit pas non plus comment tout le temps s'adapte notre chien parce que on le regarde tous les jours. Donc c'est un peu compliqué de voir. Il y a certainement qui doivent penser que c'est normal. Oui, aussi. Voilà. Alors c'est peut-être la normalité en soi, elle est dépendante de chaque individu, mais en tout cas on peut rendre un peu plus physio la locomotion. Voilà. Qu'est-ce que tu recommandes comme nombre de séances? Alors déjà pour un chien qui n'a pas de pathologie, un chien qui a des pathologies, est-ce que c'est... Comme on est avec du vivant, il n'y a pas de règle, ça dépend beaucoup des individus. On peut prendre 2 frères de la même portée qui ont les mêmes pathologies, on ne va pas avoir le même nombre de séances. Moi j'ai envie de dire aux propriétaires qu'il faut qu'ils se fassent confiance parce qu'ils connaissent quand même plus leurs animaux que nous. Alors il ne faut pas non plus trop en faire, mais il ne faut pas non plus sous-estimer le problème. Ça va vraiment dépendre de chaque animal. Il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Mais bon, en vrai, par contre, s'il y a une activité sportive, il faut quand même faire des suivis préventifs hyper réguliers, notamment quand c'est du sport quand même à haute intensité. Lors de la croissance, c'est bien quand même de voir l'animal sur sa première année au moins 2 fois pour être sûr, parce que les structures elles sont pas encore ossifiées. Il y a beaucoup de tension musculaire parce que forcément il y a un os qui pousse et puis un autre et ça vient tirer. C'est là où tu vas avoir des déformations. Voilà, c'est possible au niveau des aplombs d'agir hyper rapidement. Et puis il y a du conseil aussi. Notre rôle, c'est aussi de conseiller au mieux sur plein de choses. Alors on n'est pas nutritionniste ni rien, mais c'est bien quand même de conseiller. Et puis pareil, pendant la vieillesse aussi, c'est bien de faire un suivi assez régulier. Mais voilà, il y a des chiens qui ont de l'arthrose, on peut les voir tous les mois, et chaque fois ils reboitent d'un autre côté, voilà. Et puis il y a des chiens, ils ont de l'arthrose et ils se démerdent super bien, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de règle à cette... Il peut y avoir de l'arthrose qui apparaît à la radio, mais qui est non douloureuse. Et voilà, la dysplasie, c'est pareil. Il y a des chiens, ils sont dysplasiés, ils se démerdent super bien. Il y a un petit truc qui les dérange, et puis il y en a B, ils n'arrivent pas du tout à s'adapter, quoi. Donc là, c'est écouter chaque individu de manière différente. Comment réagissent les animaux après une séance?
Bien. Non. En fait, fatigué. Voilà, c'est ça, effectivement. Alors ça va dépendre sur quoi on a travaillé parce que de manière générale, enfin, comme on agit sur des mécanismes justement nerveux aussi, si on par exemple on travaille sur les cervicales hautes, c'est tout ce qui est système parasympathique, donc c'est le système nerveux qui fait que la fréquence cardiaque diminue, etc. Donc là, l'animal il va être un peu plus fatigué. De manière générale, c'est quand même très énergivore une consultation d'ostéo parce que voilà, on casse un schéma d'adaptation avec qui ou quoi il fonctionne depuis des années, donc forcément le coco il doit se retrouver un petit peu, ça prend un peu de temps, il peut être un peu fatigué, il peut être un peu raide aussi, beaucoup s'étirer, avoir des courbatures, il peut plus boire, et puis si on travaille sur le système digestif, c'est pareil, on relance un peu l'activité au niveau du système digestif, donc il peut avoir un peu plus de gaz, des selles un peu plus molles, un peu plus en grande quantité, donc voilà. Et puis après, ça va aussi dépendre, enfin la capacité d'adaptation de chaque individu tout simplement. Il y a des animaux, vraiment pendant 3 semaines, enfin ça m'est déjà arrivé, hein, c'est compliqué, et puis il y en a au bout de 2-3 jours, hop, en avant quoi. Ouais, puis j'imagine qu'un chien qui a été bloqué et qui a moins utilisé un muscle, et qu'il y en avait d'autres qui prenaient le relais, ah bah oui. Du coup le muscle il doit se remettre en fonction. Oui, et justement, c'est là, il ne se met pas en fonction tout seul. Il faut faire des exercices de rééducation après l'ostéo. Il faut peut-être un peu de repos, mais il faut qu'il marche. Parfois, il faut qu'il trotte aussi. Et puis, il faut faire des mouvements, faire des petits squats, voilà, pour que c'est ça, en avant, quoi. Il faut qu'il se remuscle. Ouais, il faut qu'il se remuscle, ça. Ok. Est-ce qu'il y a des races qui sont plus susceptibles d'avoir besoin de séances d'ostéopathie? Est-ce que non? Alors, il y a des races qui sont forcément plus fragiles, enfin, qui ont potentiellement plus de faiblesses que d'autres. Hein. De toute façon, avec la sélection génétique, on n'y échappe pas. Tout ce qui est race brachycéphale, donc avec le nez écrasé, il y a des impacts du coup au niveau de la respiration, du coup au niveau du diaphragme. Le diaphragme il s'insère sur les lombaires, ça vient tirer. Il y a aussi au niveau du système vasculaire au niveau de la tête, parce que du coup c'est pas du tout la même anatomie. Donc ça va être bulldog, boxer, persan. Après, il y a les races aussi avec des oreilles qui tombent. Du coup, on a, même au niveau des lapins, par exemple, on a beaucoup plus de risques d'otite. L'otite, ça vient aussi beaucoup travailler au niveau cervical haute et crâne. Après, on a les races chondrodystrophiques, donc qui ont des longs dos. Donc ça, teckel, beagle, cocker. Donc forcément, un peu plus de risque d'arthrose, puisqu'on a un dos qui est un peu plus fragile, ou même d'hernie discale. Puis il y a toutes les races de berger également, avec des problèmes potentiellement au niveau des coudes et des hanches. Enfin voilà, il n'y a pas, en soi, aujourd'hui, malheureusement, tout le monde est un peu concerné. Donc oui, il y a des races qui sont un peu plus fragiles que d'autres. Il faut un bilan préventif, mais il faut aussi un bilan préventif sur d'autres races qui vont plutôt bien, parce que en soi, tout le monde a besoin un peu d'ostéo. Et puis pareil, c'est ce que je reviens sur les chiens de sport, même si c'est des races hyper conservées parfois, il y a quand même des impacts qui sont importants, et donc du coup, il faut quand même faire de la prévention là-dessus. Dans tous les cas, enfin moi, c'est mon avis. Je pense que c'est bien de faire une séance d'ostéopathie quand l'animal est jeune, en croissance, en fin de croissance. Et puis, prendre auprès de toi des informations spécifiques sur la race, sur les choses à faire, à ne pas faire, vraiment adaptées à l'animal. Et à son environnement, à son lieu de vie, à ses propriétaires. Oui, de toute façon, il n'y a pas vraiment de recette, hein, finalement, c'est vraiment l'individu avec les propriétaires, avec l'environnement, avec le budget aussi, hein, ça compte. Donc voilà. C'est multifactoriel. Exactement. De toute façon, en tant qu'ostéo, on travaille avec d'autres pros parce que sinon, on est vite limité, hein, notamment sur la gestion de la douleur. À un moment, il faut des vétos, il faut de la physio, il faut du fitness, donc voilà. Il faut une bonne alimentation. Il faut de tout. Il faut de tout, voilà. Eh bien, merci Agathe, au revoir et à très bientôt.